BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Le paysage commercial a bien changé sur le créneau du discount non alimentaire. Son succès ne fait plus aucun doute. Il y a des acteurs présents depuis longtemps comme la Farfouille ou encore Jiffy, concurrencés depuis par des acteurs qui viennent de l'étranger comme Action ou encore Zeman. Il semblerait que c'est le nouveau format de commerce physique qui s'invente sous nos yeux, celui qui pourrait devenir la norme de demain. Il y a du monde au portillon en cette période de tension du pouvoir d'achat et cette pression concurrentielle qui n'est pas prête de se réduire. Alors que font ces enseignes de discount pour se différencier? Comment attirent-elles les clients? On en parle avec mes invités. Geoffrey Lavielle, il est directeur général de la Farfouille. Louise Gerder, fondatrice de la start-up Omicrush, et notre expert Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Pulse. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. La Farfouille a été créée en 1975. L'enseigne fête ses 50 ans l'année prochaine. Elle compte 260 magasins, pour la plupart des franchisés, et a réalisé un chiffre d'affaires de 815 millions d'euros en 2023. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoffrey Lavielle à ce micro. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directeur général de la Farfouille. Alors j'ai l'impression que toutes les enseignes de discount non alimentaire font la même mue actuellement. Toutes veulent moderniser leur image, apporter plus de confort aux clients, plus de soins, apporter aussi à la présentation de l'offre. Il en va de même pour la Farfouille. Vous avez investi de façon massive pour la rénovation de votre parc de magasins. Or votre promesse principale, c'est le prix. Est-ce que comment réussir cette mue sans décrédibiliser l'image, sans déstabiliser le client qui pourrait perdre l'image de discounter dans son esprit? Alors on essaie de garder notre ADN. L'ADN de la Farfouille, c'est la bonne affaire. Depuis bientôt 50 ans, on accompagne nos clients à avoir des prix plus bas que ce qu'on peut trouver dans des enseignes généralistes. De quelle manière on arrive à le faire? Par une politique en fait d'achat différente, avec des achats de lot, des achats effectivement qu'on peut aussi trouver via notre bureau de sourcing en direct auprès des fabricants. Et donc dans nos magasins, on a cherché à améliorer, comme vous l'évoquez, l'expérience en fait client, parce que aujourd'hui on a une densification du secteur du discount d'une part, et d'autre part des achats qui peuvent se faire en ligne, et donc c'est important que le client, lui, quand il rentre dans un magasin, il vient à la Farfouille pour se faire plaisir, mais il doit aussi se faire plaisir dans son expérience finalement dans le magasin. Alors pour pas enchérir la partie visuelle et qu'ils se disent c'est cher parce que le magasin a été amélioré, on garde notre ADN en proposant en fait des promos avec des prix barrés, des prix très agressifs, des palettes au sol, des bacs à fouilles qui font finalement l'histoire en fait de l'enseigne. Et c'est comme ça qu'on arrive à conjuguer à la fois un magasin plus séduisant, un magasin plus inspirant, mais en même temps un magasin qui conserve ses codes au niveau du discount. Alors vous êtes actuellement dans une période importante pour votre enseigne, de mars à août. C'est la période des articles de plein air. Ce segment, il représente 30% du chiffre d'affaires de vos magasins. On a pu entendre le patron de Système U, Dominique Schelcher, dans le face-à-face d'Apolline de Malherbe il y a quelques jours, qui nous disait que les Français boudent les salons de jardin. Est-ce que vous faites le même constat ? Alors cette année, on a forcément la problématique du pouvoir d'achat avec l'inflation, et donc les salons de jardin sont des prix plus élevés. Néanmoins, donc nous on a un produit qu'on a sorti à 79 €, donc un salon de jardin pour 4 personnes, et on a tout vendu. Donc je pense que c'est toujours une question aujourd'hui de disponibilité prix qui fait que quand on est sur des pièces à valeur faciale plus élevée, c'est forcément en fait un peu plus compliqué parce que le reste à vivre aujourd'hui a diminué. Mais si on est sur des produits d'entrée de gamme, aujourd'hui ça continue à se vendre en fait très bien. Vous avez un choix de 3000 références dans le plein air. En général, votre assortiment il est composé de produits provenant 50% d'Asie, 50% d'Europe. D'où viennent majoritairement les articles de plein air? Alors, le plein air, c'est davantage en fait de l'Asie. Maintenant, on a aussi de la fabrication en Italie. On a assez peu de fabrication française, si ce n'est sur quelques imprimés en fait qu'on peut avoir sur des transats des chiliennes. Et donc, on a plutôt une origine qui viennent de l'Asie, avec des prix qu'on a baissé cette année, puisqu'on a baissé en moyenne notre collection de 10%. 10% moins cher par rapport à la saison précédente. Exactement. Ou par rapport à vos concurrents?
Alors 10% moins cher par rapport à la saison précédente. On essaie toujours d'être moins cher que nos concurrents en général. Et c'est vrai que vous évoquez les transats par exemple. À la Forfue, on peut avoir un transat qui va démarrer à 14,99 €, là où souvent d'autres enseignes vont démarrer leur gamme plutôt aux alentours de 50-60 €. Et on va aller jusqu'à 250 € pour un transat avec des marques nationales comme la marque Espéride, qui est la première marque aujourd'hui en fait de mobilier de jardin en France. Elle a dû à quoi cette réduction de prix? À la baisse des frais de transport maritime des produits d'importation? Alors on a eu un peu de baisse, mais depuis quelques mois, à l'inverse, on est en train de remonter énormément les prix de l'importation. Non, c'est plutôt un travail qu'on a fait nous en fait sur la conception des produits. On essaie de regarder de quelle manière on pouvait réduire en fait les prix, soit en travaillant en fait sur les matières premières, soit en travaillant sur les dimensions, de manière à apporter des prix plus bas pour nos clients. Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Pulse. Une question sur la typologie des publics que vous voyez défiler dans vos magasins. Est-ce que depuis 4-5 ans, vous observez une évolution ou peut-être des publics que vous ne voyiez pas jusqu'ici, que vous voyez désormais? Alors, clairement, c'est le cas au gré des renouvellements, des rénovations de magasins et des ouvertures qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui on a 260 magasins, mais on a clairement la capacité d'ouvrir 100 magasins de plus en France. Donc à chaque fois qu'on a un magasin qui est nouveau ou qui a été complètement refait, c'est-à-dire nouvelle identité visuelle, on a changé notre logo en 2021, d'un seul coup ça donne envie à des clients qui peut-être voyaient l'enseigne mais qui datait d'un peu plus longtemps et ils se disaient j'ai peut-être pas nécessairement envie d'aller à la Foire Fouille, tiens je vais aller voir ce qui se passe. Et là en fait ils découvrent finalement que le magasin a complètement changé, qu'on est sur des gammes de fonds de rayon, alors qu'avant on n'avait que de la solderie et des produits qui changeaient effectivement très régulièrement. On conserve l'ADN du discount, c'est ce que j'évoquais, et on conserve bien sûr cette notion d'arrivage, mais on a aujourd'hui énormément travaillé la séduction, et c'est vrai que depuis quelques années, le non-alimentaire a énormément réduit, les enseignes d'alimentaire ont énormément réduit leur activité sur le non-alimentaire, et nous, donc, on a des magasins aujourd'hui qui sont plus grands. On a ouvert des magasins à 3000 m², on va jusqu'à 4500 m², ce qui nous permet d'exprimer une largeur d'offres et donc d'avoir du choix, de la montée en gamme et donc de permettre d'accueillir effectivement des publics de tout niveau, ce qui est le cas d'autres enseignes aujourd'hui. Quand on parle dans le textile, finalement, on parle de Zara, H&M, c'est eux qui ont amené cette révolution qui fait qu'on peut avoir un jean en fait Zara et une veste Hugo Boss sans aucun complexe, et c'est un peu la même chose aujourd'hui. On peut aller faire une bonne affaire à la Foire Fouille et puis aller acheter des produits chez Maison du Monde, Leroy Merlin, et on a effectivement cette capacité-là. Alors vous parlez de votre format de magasin, effectivement, pour proposer une expérience client satisfaisante, vous êtes passé d'un format moyen de 1300 m² il y a 10 ans à 2500-3000 m² aujourd'hui, mais vous allez aussi vous lancer dans votre première expérimentation de format en centre-ville. Les surfaces de ces magasins seront plus petites, entre 700 et 1000 m² avec un assortiment adapté. C'est clair, le foncier coûte plus cher en centre-ville, donc c'est une expérimentation qui va être faite avant cet été à Suresnes. Pourquoi ce choix d'implantation en centre-ville? Est-ce que c'est pour attirer une autre clientèle ou est-ce que c'est pour faire comme votre concurrent? Je pense à Jiffy qui est installé depuis 2016 en centre-ville. Oui, c'est vrai. Alors c'est surtout une évolution sociologique. Aujourd'hui, et à travers le Covid, on l'a très bien vu, on a des clients qui n'ont plus envie d'aller à l'extérieur, en périphérie, dans les centres commerciaux, passer 2 heures à faire leurs courses en fait le samedi ou le dimanche. Ils ont envie finalement de faire des courses au plus près de chez eux, d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin. Sauf qu'en centre-ville, on a une pénurie d'offres. Si vous pensez en fait aujourd'hui près de chez vous, comment je vais acheter une poubelle de cuisine ou comment je vais acheter un balai, en fait, c'est un peu compliqué. L'offre en ligne, elle n'est pas donnée. Même si parfois elle est sponsorisée avec de la livraison dite gratuite, quand on regarde le prix in fine, c'est finalement relativement cher. Et donc nous, on estime qu'on a la capacité à avoir des magasins de bazar discount qui vont permettre de proposer une offre à la fois dans les rayons utilitaires, mais aussi dans les rayons finalement un peu de petite décoration, et de pouvoir donc équiper les clients facilement en fait en centre-ville, sans prendre la voiture, sans devoir aller en périphérie. Mais vous allez réussir à maintenir des prix bas avec ce foncier plus cher?
Oui, alors on va bien sûr maintenir en fait des prix. Aujourd'hui, déjà, on n'a pas un pricing en fait unique à la Foire Fouille parce que on a 260 magasins, mais on a donc un peu moins de 200 magasins qui sont en franchise. Nos franchisés ont la capacité d'ajuster en fait leur prix et globalement, donc on a différents bassins de prix et ça sera un peu la même chose en fait sur les magasins centre-ville. Par contre, on aura des promotions qui seront les mêmes nationales, elles seront les mêmes dans un magasin de centre-ville que dans un magasin de périphérie. Alors, vous prévoyez également une dizaine d'ouvertures en 2024, si je suis bien informée, oui. Et justement, vous comptez pour cela sur la franchise qui est gravée dans votre ADN depuis 1984, qui représente 80% de votre parc. Est-ce que c'est aussi pour atteindre une taille critique vis-à-vis des géants du discount non alimentaire? Je vois Jiffy qui a 568 magasins, Action 336 magasins, et comme vous l'avez souligné, la Foire Fouille, c'est 260 points de vente actuellement. Alors, clairement, aujourd'hui, la franchise, ça nous aide pour pouvoir en fait se développer dans les territoires où on n'est pas présent. Le franchisé, soit il vient avec un projet, en fait, il n'a pas d'emplacement et nous on l'aide à trouver un emplacement, soit il vient carrément avec un emplacement en disant voilà, aujourd'hui, on a 25% de nos franchisés qui opèrent d'autres activités que la Foire Fouille, donc ils opèrent d'autres enseignes et parfois donc ils ont effectivement des sites où ils se disent bah tiens, j'ai une enseigne, je vais mettre la Foire Fouille en fait à côté, et ça accélère, si vous voulez, notre capacité à nous développer, parce qu'en propre la Foire Fouille reste une entreprise indépendante française, pionnier du discount comme on l'évoquait, et donc on n'a pas nous la capacité en fait d'ouvrir 50-100 magasins par an. On a intégré 10 magasins supplémentaires en fait cette année, et comme je l'évoquais, en fait on continue à rénover puisqu'on aura 90% de notre parc qui aura moins de 10 ans cette année. Un vaste champ de rénovation. Vous restez avec nous, on passe tout de suite au Focus. Et dans le Focus aujourd'hui, vous allez nous parler de domiciliation. De quoi s'agit-il, Nathan ? Alors la domiciliation, elle fait référence à cette tendance à concentrer dans le domicile propre toujours plus d'activités quotidiennes qui étaient traditionnellement exercées à l'extérieur. Les courses alimentaires et de plus en plus non alimentaires, les essayages désormais, les réunions de travail, les loisirs, l'activité sportive, les consultations médicales, le cinéma, le développement personnel. Plus rien n'échappe à cette dynamique de domiciliation qui peut être parfois très extrême. On le voit notamment au Japon où on a près d'1 million d'hommes qui sont des hikikomori. Vous l'avez bien dit. Voilà, hikikomori, qui sont des gens qui on se rapproche de plus en plus des Japonais. Et voilà, et qui ont pris petit à petit l'habitude de ne plus sortir de chez eux, parfois pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. Voilà, et on sait qu'en France, ce phénomène, ce syndrome de la cabane est en train de se développer. Les gens ont de moins en moins envie de sortir de chez eux, pour certains d'entre nous, bien sûr. On devient très casanier. Alors, qu'est-ce qui alimente cette tendance ? Je pense qu'il y a 3 grands facteurs qui alimentent cette tendance. Le premier facteur, c'est la digitalisation de beaucoup d'activités qu'on peut désormais faire en ligne de chez soi, à son domicile, et qu'on devait faire à l'extérieur jusqu'ici. Le second facteur, c'est le Covid, qui a levé beaucoup d'obstacles réglementaires qui entravaient la digitalisation et donc la domiciliation de ces pratiques. On pense notamment à la médecine ou à l'enseignement comme au travail. Et puis il y a aussi une individualisation des loisirs, des pratiques de loisirs, qu'on pense au Netflix et autres plateformes de VOD par exemple, qu'on pense aussi aux jeux vidéo qui se jouent plutôt seuls. Mais je dirais qu'un des grands drivers de cette individualisation et de cette domiciliation, c'est la place toujours croissante qu'occupent les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ce sont des outils ultra personnalisés, individualisés, et donc ce sont des outils qui, par nature, nous enferment dans une forme de désocialisation qu'on peut pratiquer de ce fait chez soi. On n'a pas besoin de sortir pour découvrir son flux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Voilà. Bon, et est-ce qu'un jour on va revenir à la normale ? Je pense que c'est peu probable que les pratiques qui ont aujourd'hui été digitalisées et domiciliées retrouvent le lustre extérieur qu'elles ont pu connaître. Mais par contre, indéniablement, de nouvelles pratiques vont voir le jour, qui vont donner de nouvelles raisons aux consommateurs, aux citoyens, de sortir de chez eux. Et qu'on pense au cercle de parole qui se développe beaucoup, à toutes les pratiques autour de la méditation, autour d'une nouvelle connexion à la nature, du yoga, beaucoup de pratiques de loisirs, de sport, beaucoup de pratiques de développement personnel ont cette dimension collective et entretiennent
ou même développe, stimule l'envie de sortir de chez soi. Et c'est plutôt encourageant que tout ne puisse pas se faire de chez soi. Merci beaucoup Nathan Stern. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors si vous avez un petit budget aussi, tout simplement, vous ne souhaitez pas dépenser plus, vous pouvez acheter la déco pour votre maison dans un magasin discount. Mais vous pouvez aussi acheter des objets qui avaient déjà une histoire, qui avaient un autre propriétaire avant. C'est le concept d'Omicroche, fondé en 2022 par Louise Gerder. Bonjour. Bonjour Noémie. Merci d'être avec nous. Donc c'est un peu le Vinted des objets de déco. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce concept ? Eh bien, la consommation de la décoration est en mutation, à l'instar de la consommation de la mode, et bascule vers de la seconde main. Or, pour le moment, en ligne, la déco de seconde main fait le grand écart entre une offre désirable, mais plutôt élitiste et spécialiste, et une offre plus généraliste, mais très désincarnée. Donc on a eu envie de fonder une marketplace spécialisée en déco de seconde main, qui soit accessible et conviviale. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre site par rapport à une éventuelle concurrence ? Alors, la spécificité d'Omicroche, c'est que c'est une marketplace pour tous. Que ce soit pour les pros ou les particuliers, mais surtout pour les bougeoirs en laiton de votre mémé, les coussins achetés à la foire fouille il y a quelques années ou les verres à moutarde de votre enfance. L'idée, c'est vraiment de se dire que tout l'univers de la maison a le droit à une seconde vie. Donc on peut retrouver aussi des objets à la foire fouille ? On peut retrouver des objets à la foire fouille sur Omicroche. Alors vous cultivez la convivialité, vous présentez des portraits plutôt détaillés des vendeuses, mais qui vend tous ces objets sur le site ? Alors ça peut être des professionnels, des petits entrepreneurs de la brocante, comme des particuliers qui vident leur placard ou qui vident la maison de leurs grands-parents. Ils ont un profil et un univers assez hétéroclite. Ce qui les réunit en revanche, c'est le soin qu'ils apportent aux objets qu'ils revendent et l'histoire qu'ils ont envie de transmettre lors de la vente et de la transmission du coup des transactions de leurs objets. Voilà, une seconde vie pour ces objets. Geoffrey Lavielle, j'aimerais qu'on parle de vos marques propres. Vous en distribuez 12 qui couvrent l'ensemble des univers de la foire fouille. 30% des ventes sont réalisées en marque propre. Dans le secteur du plein air, on peut citer Moréa ou encore Cultiva. On sait que la concurrence importante du discount non alimentaire et votre promesse de prix bas vous pousse à rogner pour maintenir vos marges. Est-ce que ces marques propres différenciantes, elles vous permettent justement de maintenir ces marges ? Oui. Clairement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un secteur donc dense où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de ces acteurs travaillent finalement avec les mêmes importateurs français. Et donc, on peut se retrouver en fait finalement d'une enseigne à une autre à retrouver les mêmes marques, les mêmes produits. Le fait pour nous d'avoir nos propres marques et d'aller sourcer ces produits en direct, on a un intermédiaire en fait finalement en fait de moins et donc on arrive à maintenir un prix attractif en fait pour le client tout en ayant un niveau de marge en fait qui soit meilleur. Et ça nous évite aussi la guerre des prix classique qui est de se dire je retrouve le même produit partout et donc ma seule manière de me différencier ça va être effectivement de baisser le prix. Est-ce que vous pouvez être aussi attractif avec vos marques que par exemple Jiffy avec des marques nationales ? Alors Jiffy a essentiellement la marque Jiffy. Il a quelques produits effectivement de grandes marques plutôt dans l'univers du PGC, gel douche, shampoing, etc. Mais nous on a fait un choix différent qui a été de travailler des marques spécialistes. Aujourd'hui on évoquait les transats de jardin il y a quelques minutes. On a une quinzaine de références dans nos magasins. C'est beaucoup finalement. On aurait l'impression qu'à la foire fouille, on peut avoir un ou deux produits et c'est tout. On est passé finalement d'une enseigne de discount solderie à une enseigne finalement multispécialiste. Quand on est au moment de Noël, on a des milliers de références en fait de Noël et c'est vraiment l'univers de Noël en fait dans nos magasins. Donc ces marques propres, elles permettent aussi d'accentuer une forme de professionnalisation, d'expertise pour le client final, qui au lieu de voir marquer la marque La Foire Fouille en fait sur tous nos produits, il va marquer la marque Ferristar. C'est quand même plus sympa en fait d'acheter des boules Ferristar que d'acheter des boules en fait La Foire Fouille. On vient de parler de domiciliation avec Nathan. Alors votre site n'est pas un site marchand, c'est de la e-réservation qui permet de chercher les articles 4 heures plus tard en magasin. Est-ce qu'à moyen terme, vous pourriez développer un site e-commerce ? Alors on a en réalité notre site il fait click and collect déjà, donc on peut faire une transaction aujourd'hui. Donc
qu'on est e-commerce entre guillemets. Par contre, la livraison à domicile, en fait, on l'a fait en test sur nos magasins en propre. Et aujourd'hui, la livraison à domicile, contrairement en fait à d'autres sites, on ne la sponsorise pas. C'est-à-dire que je ne paye pas les frais de livraison en fait pour le compte du client. Donc c'est le client qui paye ses propres frais de livraison. Et sur des petits paniers, c'est assez dissuasif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs du discount ne font pas en fait de livraison à domicile ou ont un click and collect en fait essentiellement, parce que ça par contre c'est facile à faire. On prépare le caddie et le client vient le chercher en magasin. Pour pouvoir maintenir des prix agressifs. Exactement. Une question un peu plus prospective. La Foire Fouille a un certain nombre de décennies de vol à son actif. Et donc, ma question porterait sur l'avenir, selon vous, de ce marché. Quelles évolutions, quels défis pensez-vous que la Foire Fouille va devoir relever, la Foire Fouille comme les autres acteurs de ce marché, qui a vu arriver beaucoup de nouveaux acteurs? Il y a beaucoup d'acteurs. Le point clé, ça va être de travailler la différenciation. Et donc, on l'évoquait à l'instant avec les marques propres. Pour nous, quand on rentre dans un magasin à la Foire Fouille, on a aussi un parcours où on amène le client à traverser l'ensemble des univers. Et finalement, on va le solliciter, on va lui générer des achats d'impulsion. Ça, c'est spécifique, effectivement, donc, à la Foire Fouille. Et on veut garder donc, cet esprit à la fois déco d'un côté et en même temps volume, prix barré, rappeler notre ADN. Et chacun aujourd'hui cherche effectivement à avoir cette différenciation-là. Sinon, on se retrouve à avoir une multitude d'acteurs qui proposent plus ou moins en fait la même chose. Donc nous aujourd'hui, on continue en fait sur cette ligne-là. Je pense néanmoins qu'il y aura forcément à un moment donné des phénomènes de consolidation. On le voit comme dans d'autres secteurs. Le secteur du textile a été très impacté ces derniers temps. Le secteur du discount, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs qui arrivent effectivement en fait de l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont se développer? On a un certain nombre d'acteurs français. Peut-être qu'il y aura des éléments à un moment donné où il y aura des rapprochements qui devront se faire en fait entre différentes enseignes. Louise Gerder, votre site permet de mettre en contact acheteurs et vendeurs. Vous vous rémunérez pour ce service. On sait que les arnaques sont de plus en plus nombreuses, notamment sur de gros sites comme Le Bon Coin, par exemple, souvent quand il s'agit d'articles de luxe. Vous, est-ce que vous avez déjà été confronté à une arnaque, à une tentative d'arnaque, et comment faites-vous des vérifications? Alors bien sûr, on a déjà des tentatives d'arnaque sur Omicrush. Eh bien, on est hyper vigilants. On a mis en place un certain nombre d'alertes pour repérer les messages en rafale, par exemple, et on les bloque. Et on informe aussi énormément nos utilisateurs des messages suspects dont il faut se méfier. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Quel est votre modèle économique? On a une rémunération de commission sur vente qui est payée par l'acheteur, qui est de 90 centimes de fixe et de 7% du prix de l'objet, et qu'on a pensé pour être cohérente sur le marché et accessible pour l'utilisateur. Quels sont vos prochains objectifs? Est-ce que vous envisagez une expansion physique? Alors, expansion physique, pas pour le moment. Notre objectif à court terme, c'est de pouvoir connecter un transporteur d'objets volumineux à notre site afin d'avoir une offre de mobilier plus diversifiée et du coup de répondre plus globalement aux besoins de l'univers de la maison de seconde main. Une question sur, quelque part, un des fils rouges que j'ai ressenti en visitant votre site. Il y a toujours cette dimension émotionnelle, cette dimension sentimentale, cette valeur sentimentale aux objets qu'on peut découvrir sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour finalement mettre mieux en valeur encore cette dimension sentimentale qu'on trouve à ces objets? Alors effectivement, la valeur immatériel de la petite histoire, du supplément d'âme et de l'émotion que génèrent les objets qui partagent notre quotidien, c'est vraiment notre ADN et notre fil rouge. On essaye de mettre en place, on a déjà une petite rubrique sur la création d'annonces qui s'appelle « Il était une fois », sur laquelle on incite le vendeur à raconter l'histoire de son objet, que ce soit la petite histoire ou la plus grande histoire dans laquelle il peut s'inscrire. On met aussi en valeur nos vendeurs qui font partie de la valeur émotionnelle des objets. On pense vraiment que ces acteurs de la seconde main ont été vraiment gommés sur beaucoup de plateformes. On a envie de les mettre en avant et de promouvoir leur métier et leur passion finalement. Peut-être une dernière question rapide, Geoffrey Lavielle. Vous avez un nombre important de références dans vos magasins, 50% de produits d'Asie. Aujourd'hui, on voit des voix s'élever pour un commerce plus responsable, plus durable. Alors, vous avez mis diverses actions en place, élimination du PVC dans les emballages, les ampoulettes, ou encore l'extinction des enseignes entre 22h et 6h du matin. Mais
Que demandez-vous à vos fournisseurs lointains et comment contrôlez-vous ? Alors aujourd'hui, donc, on a des audits, on a nos équipes en propre. Qui font ces audits-là donc dans les pays d'Asie, parce qu'on a un bureau en fait qui est situé là-bas. Donc on envoie nos propres collaborateurs en fait faire ces audits avec une checklist et ensuite donc on vérifie forcément en fait l'origine des matières premières. C'est important pour tout ce qui est en bois, s'assurer en fait qu'on n'a pas de produits de bois en fait illégal en fait qui puissent effectivement rentrer en Europe. Et donc on est très vigilant tant sur la partie Asie, mais aussi finalement sur la partie Europe, parce qu'aujourd'hui on demande à nos fournisseurs européens quels engagements RSE ils ont pris aussi à leur niveau, même si la fabrication vient en fait des Pays-Bas ou de l'Italie, etc. On cherche aujourd'hui en fait à améliorer sur l'ensemble en fait de la chaîne. Et on veut surtout sortir de l'image un peu d'Épinal qui est magasin discount égale produits en plastique qui viennent de Chine et qui sont peu durables. Aujourd'hui, on a des produits effectivement qui sont de qualité équivalente aux enseignes généralistes et on travaille de la même manière notre politique RSE. Merci, on va terminer par le chiffre. Le chiffre qui concerne cette semaine le changement de comportement des consommateurs. Voilà, ce chiffre, c'est un pourcentage, c'est 85%. Et c'est un pourcentage spectaculaire, c'est le pourcentage des consommateurs qui disent en 2024 avoir modifié leur comportement. Évidemment, par la chasse aux promos et aux bons plans, par la baisse des volumes achetés, par la décision de se reporter sur des produits nativement moins chers et puis bien sûr vers la fameuse seconde main dont on a parlé. C'est un chiffre issu d'une étude EY Parthénon 2024. Et pourquoi choisir ce chiffre ? Ce chiffre, je l'ai choisi parce qu'il me paraît vraiment sans appel. Et il éclaire le fait que les enseignes qui se portent le mieux, comme les enseignes qui font parler d'elles, sont les enseignes qui ont mis le prix au cœur de leur proposition de valeur, qu'on pense à Action, à Temu, à Shein, à Lidl bien sûr, à Leclerc et à tant d'autres. C'est donc un facteur de santé pour les enseignes et certains jours on se demande même si ce n'est pas, pour pas mal d'acteurs, la condition de leur santé. Comment on explique cette tendance ? Je pense que cette tendance s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, il y a évidemment le contexte économique actuel qui, ça tombe sous le sens, encourage les consommateurs à changer de comportement. Mais il y a un second facteur qui est une forme de désinhibition. Les consommateurs aujourd'hui sont un peu décomplexés dans leur comportement d'achat et la fréquentation d'une enseigne n'est plus autant qu'autrefois le marqueur d'une appartenance sociale ou d'un milieu. Le discount d'ailleurs ne se présente jamais seul. Il y a toujours le prix, mais il y a aussi l'expérience qui a pris beaucoup de galons depuis quelques années. Et finalement, on peut justifier le fait de se retrouver, quel que soit son milieu d'origine, dans quasiment n'importe quelle enseigne, parce qu'il y a toujours un argument, une dimension de la proposition de valeur qui va permettre de légitimer le fait de fréquenter telle enseigne. Merci beaucoup Nathan Stern, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.